En l'avenir durant n'a pas reconduit avec le prestataire actuel et l'offre le marché relatif à la fourniture et livraison de goûters et repas en liaison étroite pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs pour l'année 2019, au motif de très nombreux problèmes logistiques et techniques rencontrés avec ce dernier. Le marché a donc dû être relancé. Cette consultation a été passée à l'application des articles 78-80 du décret du 25 mars 2016 relatif au marché public pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu'au 31 décembre de la même année. Il est renouvelable par tacite construction sans que sa durée ne puisse excéder 3 ans. Il s'agit d'un accord cadre avant de commande conclu sans minimum ni maximum en termes de quantité ou de valeur avec un seul opérateur économique. L'appel public à la conférence a donc été transmis par voie électronique au journal officiel de l'Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur la plateforme dématérialisée Orange Sud-Est Marché Public le 14 août 2018. La date limite des remises des offres a été fixée au 24 septembre 2018, 16h. À l'issue de la procédure, la commission d'appel d'offres réunie le 24 octobre a décidé d'attribuer le marché à la société SHCB SAS, 6 à 100 rue de l'Uzé à Saint-Quentin-Valadier en Isère. Pour les montants suivants, prix unitaire des repas y compris le transport, montant hors taxe de 25 avec une TVA à 5,5 et TGC de 37. Pour les goûters, le montant hors taxe 0,45, le taux de la TVA à 5,5 aussi, ce qui fait un TGC à 0,47. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir entériner le choix de la commission d'appel d'offres et désigner la société SHCB à Saint-Quentin-Valadier attributaire du marché, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer le marché et tous les pièces importants et préciser que le financement sera inscrit au budget 2019-2021. Oui. Merci. Donc, il y a déjà eu des problèmes à la cantine et il y a encore des soucis à la cantine. Donc, avec un prestataire de service, ce coup-ci, c'est celui qui fournit les repas, qui les transporte et qui les livre aux cantines scolaires et aux accueils de loisirs. Le marché a été relancé, le maire a déjà dit, à la commission d'appel d'offres, donc il a été cassé. C'est un marché qui avait été passé en novembre 2016 pour 4 ans, donc de 2017 à 2020, à peine un an après le début de ce marché, on s'en rend compte que ça ne fonctionne pas bien. La délibération du 18 novembre 2016, par laquelle on avait décidé du choix de ce marché, on avait été noyé largement avec des déclarations fantaisistes sur la production magnifique de bio. Vous y êtes très bien, Madame Arsac, que vous avez fait par choix. Sauf que ce n'était pas du tout par choix, c'est une estampille obligatoire, c'est quelque chose de légal. Maintenant, on a des pourcentages de bio qui sont obligatoires dans les repas pour les cantines scolaires. Pour nous, ce qui est arrivé aujourd'hui, donc la dénonciation de ce marché, c'est tout à fait logique, c'est normal. Parce que votre mécanique est toujours la même. Le prix le plus bas, voilà ce que nous choisissons pour nos enfants, c'est toujours le prix le plus bas. Et il est évident que ça finirait ici. La restauration scolaire, donc, résume à elle toute seule votre politique, votre gestion qui ne jure un peu par le service le moins coûteux, tant pis pour la qualité, tant pis pour la longévité de l'investissement, tant pis pour la terre, tant pis pour les entreprises locales, tant pis pour les producteurs locaux, ce qui est en complète contradiction avec vos belles paroles et conférences sur le localisme supposé défendre le travail et les productions locales, tant pis pour les administrés, ici c'est que des enfants, c'est pas les vôtres. Tout ce qui prime, c'est donc les bouffes, la com, le coût immédiat, le sentiment d'être plus malin, d'être gagnant, le paraître, le matu vu, voire plus simplement la campagne électorale permanente que vous menez pour vous maintenir. Tout ceci, c'est au détriment d'un travail sérieux, c'est une sorte de paresse de la pensée, c'est au détriment de la vraie, bonne et vertueuse gestion. Donc, nos prestataires de services sont choisis au plus ras des paperettes possibles. La cantine des plus jeunes ne dérange pas. Et la CRC avait déjà dénoncé ceci dans son dernier rapport en 2010. Elle écrivait que suite à l'arrêt d'un prestataire de service qui se situe dans la cantine scolaire, dans les cantines communales, un local qui a été vendu ensuite, donc en 2001,
vous avez passé un premier marché. Ce premier marché vendait un repas, le repas à 2,44 € en 2002, donc ce marché s'était passé pour 6 mois. Le deuxième marché en 2002, c'est 2,33 €. Donc on passe de 2,44 € à 2,33 €. En 2005, de 2,33 €, c'est logique, on passe à 2,29 €. C'est pas ce qu'on mange, pour 2,29 €, c'est toujours plus bas. En 2008, c'est 2,26 €. Tiens, c'est rigolo, c'est encore plus bas. C'est vrai qu'en 17 ans, on n'a fait que ça, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Mais bon, pour quelle qualité, aujourd'hui, on en est là. Moi, ce que je remarque, c'est que lors de l'appel d'offres, nous avions un tarif qui était indiqué sur le tableau, 2,20 €. Aujourd'hui, là, c'est 2,25 €. Moi, en TTC, j'avais 2,32 € et là, j'ai 2,37 €. Donc, je voudrais expliquer la différence. Donc, la CAC, dans ce rapport de 2010, donc, dressait cette liste assez cocasse qui montre que sur 17 ans, on n'arrête pas de baisser le coût de repas. Alors, c'est vrai que les employés baissent le coût des salariés, baissent le coût, les producteurs baissent le coût de leur production. Le pas cher coûte cher, dit l'adage. Et aujourd'hui, à part vous, le maire, qui savait insensible à ce bon sens populaire, tout le monde peut facilement l'expérimenter ou le découvrir au détour d'un scandale. Aujourd'hui, des études démontrent clairement que le moins-disant est un moins-disant social, économique, éthique. Et in fine, avec le prix le plus bas, les administrés payent, mais payent autrement, par des coûts induits sur les malfaçons, par exemple pour le marché du ménage, sur les délais de livraison, par exemple pour le bus, les bus qui ne sont pas livrés avant le mois de janvier, on a déjà bien en route, sur l'obligation, sur la durabilité de l'investissement. Alors que lorsque le choix est dicté par la qualité, ce n'est qu'en apparence qu'il est plus cher. Au total, une chaussée de qualité perdurera, ce qui évitera du gaspillage en ressources, en matériaux, en études, en prestations et en nuisances. Et donc c'est moins cher. Nous connaissons des voiries qui ont à Orange plus de 40 ans, c'est pas vous qui les avez faites, bien sûr, et elles sont moins abîmées que celles d'il y a 10 ans à peine. Donc il y a une réflexion de fond sur les investissements, sur les critères de choix de prestations. C'est de la gestion fine, de longue durée, pour une réponse responsable, pour éviter le gaspillage de temps, d'argent, pour qu'il n'y ait plus de coûts cachés. Ici, nous parlons tout de même de la santé publique et du tissu économique local. Un prix bas n'a plus guère de sens dans notre économie faussée. Sur le long terme, c'est un mauvais calcul, on l'a vu. Sur le court terme, ne correspond pas mal aux attentes des administrés, ni sans aucun doute à celles des salariés et des prestataires de services. Oui, aujourd'hui, Orange, on peut dire que derrière une prestation la moins chère possible se cachent des coûts élevés, tromperies sur le service rendu, durabilité anormale, santé, environnement, sociaux des salariés et des sous-traitants. Donc, ignorer ce vrai coût des prix bas, ce n'est ni responsable ni tenable. Et on le voit aujourd'hui. La preuve nous en est donnée tous les jours, et encore une fois, à travers ce marché. Nous rêvons. Oui, monsieur, nous rêvons. Et il faut que nous en ayons compte. Vous réformez toujours votre propos. C'est très bien. Comme ça vous rentre dans le cerveau. Nous rêvons. Nous rêvons d'une vie plus géante, durable, plus démocratique, qui soit donc au service de tous et de toutes, et non au service du maintien du pouvoir d'un seul. Bravo. Nous n'avons rien compris, rien. Est-ce que je peux parler? Non. Alors moi, j'ai une question du dossier. Je voudrais d'abord savoir où sont fabriqués les repas. Non, attendez, laissez-moi parler. D'abord, je voudrais savoir où sont fabriqués les repas. Ensuite, je pense qu'on a loupé plusieurs rendez-vous dans cette ville. Parce qu'en fait, ce qui a l'ordre du jour en matière de fabrication de repas en collectivité, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux ou d'autres administrations, maisons de retraite, c'est à la fois de favoriser les circuits courts, l'agriculture raisonnable ou l'agriculture bio, et donc de relocaliser à la fois les productions et les fabrications. Donc, il y a quelques années, là, assez récemment, l'hôpital a réaménagé et construit une nouvelle cuisine centrale au top niveau,
vous en êtes le président du conseil d'administration de l'hôpital. Et cette clinique centrale, moi j'avais en son temps rencontré le directeur pour avoir des explications. Et je m'étais rendu compte en fait que vous n'avez pas joué le rôle que vous auriez dû jouer, monsieur le maire, parce qu'en fait, cette clinique centrale, s'il y avait une concertation avec la ville, elle aurait été en capacité de répondre, parce qu'en fait, ils ne fabriquent pas des repas uniquement pour les malades de l'hôpital, mais ils peuvent signer des conventions avec d'autres services publics. Et donc, nous aurions pu avoir à Orange une cuisine centrale qui fabrique des repas. Si, madame Bernard, arrêtez de brûler la tête et le doigt, je vous dis que c'est possible. C'est possible administrativement parlant. Simplement, il faut avoir la volonté politique. Et donc, nous aurions pu relocaliser les fabrications de la cuisine collective sur Orange à partir d'une coopération entre plusieurs administrations. Et donc, nous ne serions pas dans cette situation où maintenant, en fait, à force de vouloir toujours être sur le moins-disant, non seulement on sert des repas de mauvaise qualité aux enfants, mais en plus, les contraintes sont telles que finalement, on est amené à casser des marchés qu'on a conclus, parce qu'effectivement, plus on tire vers le bas, moins on est satisfait. J'ai une dernière question, puisque la première concernait la localisation de la fabrication des repas. Il y a une directive, pas une directive, mais en fait il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où il se dit que donc il y aurait à titre expérimental dans les cantines scolaires, on devrait servir deux jours par semaine des repas bio. Donc je vois, non mais voilà, vous ne faites que bouger les têtes en fait, vous savez qu'à ça, bougez la tête. Lisez les journaux. Et si vous n'avez pas l'intelligence de bouger la tête. Lisez les journaux, informez-vous de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas forcément pour une mise en œuvre immédiate, mais pourquoi on n'innoverait pas Orange en étant un petit peu à l'avant-garde. Allez-y. Donc, je souscris à ce qui vient d'être dit à 100%. Je rajouterais que l'intercommunalité serait sans doute le bon organe administratif et Orange pourrait se porter comme leader dans l'organisation des repas pour les enfants. Où pour le coup, on aurait peut-être moyen de diminuer les coûts de façon intelligente sans nuire à la qualité. Juste pour ajouter un petit très vite, il y a un véritable enjeu. Tout à l'heure, vous parliez des problématiques de santé et vous notiez que les gouvernements successifs avaient détruit le bon sens. En termes d'agriculture et d'alimentation, il est clair qu'il y a eu une véritable destruction. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton pour faire pire. Vous pouvez effectivement, puisque le maire a la clause de compétence générale, mettre en place des politiques où l'alimentation, qui est éminemment politique, soit effectivement retrouve le bon sens. Mais vous ne le faites pas du tout. On ne sait absolument pas ce qui se passe en termes de... Alors, excusez-moi, Madame Marcel, je regarde le maire parce que comme c'est lui qui devrait pouvoir répondre à ça, mais comme vous non plus, vous ne nous dites jamais grand-chose de ce qui se passe dans les écoles, je m'adresse au maire. Et comme je sais que c'est lui qui dit toujours ce que vous devez dire, voilà, excusez-moi, je le répète, mais c'est comme ça. Donc, ce travail sur l'alimentation, sur la santé, sur les externalités, quand on fait bouffer n'importe quoi aux enfants et même aux personnes jusqu'aux personnes âgées, c'est un vrai sujet. Comme tous les autres sujets, bien entendu, vous ne vous en saisissez pas. La seule chose que vous sachez faire, c'est dire c'est de la faute des autres. Donc, regardez sur Internet, informez-vous, allez dans les colloques, il y en a beaucoup. Il y a des municipalités ou des intercommunalités qui font un travail absolument extraordinaire autour de tout ce qui concerne l'alimentation. Je vous invite à y aller. Étant donné les centaines, dizaines, au moins des dizaines de millions que nous avons dans des patrimoines dont nous ne faisons rien, dont des terres agricoles, nous pouvons développer de vraies politiques sur ce sujet. Et franchement, je serai... C'est fini ?
Vous n'avez pas un remords, il n'y a pas un truc, vous n'avez pas répété 5 ou 6 fois que vous devez répéter une fois de plus, parce qu'au cas où on n'est pas entendu. Alors, madame... Oui, je vais répondre, parce que bon, j'en ai quand même pas assez d'entendre des propos délirants, mensongers. Je ne pourrais pas répondre à madame Ballier, mais je n'ai pas compris votre question. C'est normal. C'est normal. C'est normal, Mais on ne ça, parle jamais. madame, alors oui, je vais prendre tout simplement, la cuisine centrale est à Nîmes. Donc vous voyez, c'est pas très loin. Non, on ne commence pas, on vous a laissé parler. Laissez-nous parler un peu, frère. Alors, ensuite, j'ai entendu beaucoup de délire, je le dis. C'est vrai que je parle pas beaucoup, mais il faut faire attention aux gens qui parlent beaucoup, parce qu'ils racontent n'importe quoi. Voilà, alors la baisse de prix, c'est pas forcément... Des oies, c'est des oies, le cancan. C'est fou, hein. Je crois que la réponse ne vous intéresse pas, donc je ne la donnerai pas. Mais laissez répondre. Bon, suspension de séance. Allez. Bravo. Alors, je déclare la séance réouverte et je rappelle que quand on a la parole, on la prend. Quand on n'a pas la parole, on se tait. Sinon, on est valide d'être dans un poulailler. Vous avez un comportement droit dans un poulailler. Alors, la parole est à Marcel et à elle seule. Oui, bien que les questions, mais les réponses ont été dictées dans le vert. Bon, enfin, plaisir. Alors, quand je suis sur la qualité, c'est ça qui m'intéresse. Je tiens simplement vous dire qu'avec cette nouvelle société, on a travaillé d'arrache-pied parce qu'on a fixé avec des gens relativement importants, que toutes les viandes servies seront des viandes françaises et labellisées. Premier point. Deuxième point, tous les légumes seront des légumes frais, aucun surgelé. Je prends un exemple au niveau des conserves, on n'en veut pas. Par exemple, en entrée, quand il y aura des carottes râpées, ces carottes râpées seront râpées du matin. Ce n'est pas des conserves qui seront rouges. Ensuite, il y a une remarque sur les composantes bio. Il y a une recommandation qui est de 20%, nous sommes à plus de 25%. Donc c'est pareil. On est relativement satisfait. Le prix, alors je reviens sur le prix parce que baisse de prix veut dire baisse de la qualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Premièrement, parce que la baisse de prix, elle est liée à deux choses. Ce que je viens de vous dire, râper dans une légumerie des carottes, ça revient moins cher que de des boîtes pour les sociétés. Et deuxièmement, la baisse des prix est liée aussi à la quantité, au volume de repas commandés. Voilà. Baisse des prix, tous nos alentours, je crois, de 3 centimes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai répondu, pour nous, la base a été la qualité des produits et des repas servis. Moi, j'ai mes petits enfants qui, depuis de nombreuses années, mangent dans les écoles d'Orange, ils n'ont jamais eu un souci quelconque. Et ils sont bien placés pour rien me le dire. Et ils n'ont pas de repas spéciaux. Alors, je laisse la parole ensuite à deux de mes collègues, Mme Bernard et Mme Gaspard. Alors, j'ai entendu que les personnes âgées. Alors, les personnes âgées sont livrées par un traiteur. Ça s'appelle le domaine gourmand. Et nous livrons à peu près presque 2000 repas par mois. Et les crèches, c'est de la cuisine crèche qui leur fait le repas. C'est renseigné. Voilà. Alors, je ne sais pas par quel miracle, monsieur le maire, madame Balinier a pu dériver des repas sur le transport, néanmoins, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Nous avons réceptionné un bus fin octobre qui a été mis en circulation le 4 novembre. Je vais réceptionner un autre bus fin de semaine prochaine qui sera mis en circulation début décembre. Puis, j'irai réceptionner 2 autres bus début décembre qui seront mis en circulation la 3e semaine de décembre. Ces 4 bus étaient prévus 2 en 2018 et 2 en 2019, donc nous avons respecté les délais. Je vous remercie. Oui, alors je vais conclure. D'abord, c'est un dossier, je ne l'ai pas suivi, parce que c'est l'adjointe compétente qui l'a suivi, et je sais qu'elle l'a suivi de près, puisqu'elle est issue du corps enseignant, et on connaît le souci du corps enseignant pour tous ces problèmes-là. Donc, elle a suivi ça, je lui fais entièrement confiance, et je suis sûr que la qualité y est. Par contre, ce que je remarque de nouveau, c'est que dans les propos de l'opposition, le maire doit compenser
toutes les tares de la société, toutes. Hein. Or, il se trouve que les compétences du maire sont en train de, petit à petit d'être effacées, que les financements de l'État ont petit à petit disparaissent, ils ont diminué de 44% en 3 ou 4 ans, et que donc cette position est tenue par les oppositions est absolument aberrante et procède de la sorcellerie. En fin de compte, le maire est attaqué avec un procès en sorcellerie qui le fait bien rigoler, mais qui d'un autre côté l'attriste, parce que le bas niveau des débats de l'opposition nous oblige, nous aussi, à descendre la qualité de nos interventions, et c'est bien dommage, parce qu'on gagnerait, et les Orangeois gagneraient, si les dossiers étaient traités intelligemment et objectivement, et non pas en forme d'opposition systématique. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier a pu être adopté à l'unanimité. Comme quoi, vraiment, on est dans un pays de fou. Il s'agit maintenant donc du budget principal de la ville et d'une décision modificative. Vous savez que le budget primitif étant prévisionnel, il a besoin d'ajustement. Donc nous allons procéder à différents réajustements. Au niveau des recettes de fonctionnement, nous avons un ajustement d'application qui correspond à une recette que nous avions sous-estimée sur le FNJ. Nous avons aussi des dépenses en fonctionnement, entre autres au chapitre 62, nous avons le paiement de la facture de carburant que la CCPR nous refacture. Nous avons aussi au chapitre 65 l'avance de subvention CCAS. Et nous avons aussi au chapitre 014 une modification du FPIC qui avait été calculé sur la base de l'année dernière, mais comme cela change chaque année, nous avions été prudents. Sur les recettes, nous avons une subvention en investissement qui a été de 150 000 €. Nous avons en dépense des chapitres à réajuster. Au chapitre 21, ce sont les travaux qui sont finis dans l'année et donc nous les imputons directement. Et au chapitre 23, nous avons tous les travaux qui dureront plusieurs années. Et entre autres, là, se trouve 2,7 millions de chantiers pour les écoles. Et entre autres, l'école Canu qui va démarrer en premier lieu. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les modifications budgétaires énoncées et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Avez-vous une question? Oui, Madame Balinier. Merci. Cette décision modificative signe la qualité de l'information budgétaire qui nous a été donnée l'année dernière, en novembre, avec des budgets primitifs, certes prévisionnels, mais extrêmement transparents. Les informations financières étaient fantaisistes et les résultats donc, du débat d'orientation que nous avions eu en octobre, on se demande aujourd'hui pourquoi on n'a pas eu déjà notre débat d'orientation budgétaire, parce que l'année dernière on avait déjà eu en octobre, était tellement imprécis que ça faisait peine, on se demandait si c'était vraiment bâclé. Les comptes administratifs et les comptes connexes sont très incomplets et étaient très lacunaires, donc tels qu'ils nous ont été rendus ensuite par la suite en début d'année. Et nous avons très peu de visibilité sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous voyons un budget avec des modifications, donc c'est tout à fait logique par rapport à ce que nous avons eu. Nous avons eu des annulations d'investissement sur 3,8 millions, alors que le budget principal primitif de la ville que nous avons voté l'année dernière, on avait
un chiffre total de 4,5 millions d'investissements. Donc, franchement, c'est tellement transparent, tellement peu lisible qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vote exactement dans cette instance. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur, vous avez été pris à partie, est-ce que vous voulez répondre? Si vous voulez répondre, on aurait aussi répondre. Donc en fait, une décision modificative, c'est... Moi j'ai entendu fantaisiste, imprécis, incomplet, lacunaire, illisible et 3,8 millions d'annulation d'investissement. Alors je vais passer sur les qualificatifs que vous employez. Donc une décision modificative a lieu, même plusieurs en cours d'année, c'est très évident. Pourquoi? Parce que quand vous faites un budget, et l'année dernière je vous rappelle qu'on a voté en décembre, on n'a pas encore toute la visibilité de l'année. Donc on est obligé d'inscrire certaines opérations. Ensuite, dans le déroulé des opérations de l'année, il y en a certaines qui sont décalées dans le temps, voire annulées, et il y en a d'autres qui apparaissent, comme par exemple si on a l'opportunité d'acheter une habitation. Donc bien évidemment, on est obligé de le faire évoluer. Donc là, cette décision modificative, même si les chiffres peuvent vous paraître énormes, mais encore 368 000 sur un budget de 50 millions, c'est pas bien grave. Disons qu'on réajuste surtout parce qu'on a eu des notifications de l'État, et en particulier toutes les recettes qu'on nous verse, les notifications, les subventions, des choses comme ça, on ne peut les inscrire en définitif que quand on a les vraies notifications. Quand on fait un budget provisionnel, on s'attend à avoir une certaine somme pour la DGF, pour les fonds de péréquation, etc., mais on n'a pas le chiffre exact. Si, Madame la ministre, je sais de quoi je parle. Donc, une fois qu'on a les vrais chiffres, on prend une décision modificative pour ajuster en plus ou en moins. Donc là, par exemple, vous voyez qu'en recette d'investissement, vous avez deux subventions 150 €. C'est des subventions dont on a reçu la notification après le vote du budget. Donc bien évidemment, je n'avais pas pu les inscrire au vote du budget. Ensuite, le gros des sommes dont vous avez parlé, c'est par rapport en investissement, en dépenses, le chapitre 21 et le chapitre 23. C'est uniquement une pure manipulation comptable, puisqu'en comptabilité, quand vous faites de la construction, de la rénovation, de l'achat de terrain, si vous le faites dans l'année, c'est-à-dire si l'opération est totalement écoulée, terminée dans l'année, vous le passez au chapitre 21. Si ça déborde sur l'année suivante, vous le passez au chapitre 23. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait une provision du budget, donc on a voté en décembre, moi j'ai arrêté les chiffres début novembre, donc on pensait que ces 3,8 millions seraient réalisés dans l'année, mais on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir les réaliser, donc on est obligé de changer les crédits budgétaires de chapitre, c'est-à-dire qu'on les enlève du chapitre 21, qui je le rappelle, est mis quand on finit les travaux dans l'année, et on les passe au 23 parce que vraisemblablement on a plus de chances, et même c'est sûr, on les terminera plutôt en début de l'année suivante. Voilà, c'est uniquement ça. Anne, vous voulez intervenir? Alors, je voulais juste apporter une précision supplémentaire, c'est qu'un budget primitif par définition, c'est primitif, c'est un premier budget, donc il y en aura d'autres par définition, et affiné. Et un budget prévisionnel, c'est de la prévision. Et comme on n'a encore pas de boule de cristal, on est obligé de réajuster au futur. Voilà. Moi, je veux ajouter un petit mot. C'est bien beau d'insulter, vous le faites constamment. Mais on peut comprendre votre ignorance. Encore que, quand on est ignorant, le mieux c'est de ne pas étaler son ignorance. Parce qu'en étalant son ignorance, on se ridiculise. Mais on a eu pendant un an la Chambre régionale des comptes, qui donc a pu examiner l'ensemble de nos comptes en détail, puisqu'elle a pris son temps. Habituellement, elle reste 6 mois, nous l'avons eu un an. Et d'après ce que je sais, qu'est-ce qu'elle dit de notre comptabilité ? On a une gestion saine, on a quelques ajustements, quelques amortissements à parfaire, des choses comme ça, mais sur la finalité, sur la réalité des dépenses, des recettes, il n'y a rien qui est constaté, il n'y a pas de malversation, tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et je pense qu'ils sont un peu plus compétents que vous, Madame Banini. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 13. Alors, le dossier numéro 13, c'est une décision modificative, la numéro 2,
qui concerne le crématorium. Et il s'agit en fait uniquement d'amortissements qui passent du chapitre 023 et qui vont se retrouver au chapitre 021. C'est exactement la même imputation que pour tout à l'heure. Il est donc demandé au Conseil municipal de vouloir approuver les différentes modifications budgétaires et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Oui. La parole est à Xavier. Monsieur le maire, sur cette délibération numéro 14, je vous ai invité à arriver au moment du vote et voilà suspendu la séance. J'attendais votre décision. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Non, vous ne savez pas. Qui est donc pour l'année 2019-2020, donc il s'est approuvé le marché. La commission des finances de la région de octobre a décidé d'attribuer le marché à Suez organique, si d'autant plus cet artefact à Aix-en-Provence, dans les conditions de financement suivantes, pour le transport 15,82 € hors taxe à tonne, et pour le traitement des boues 76,50 € au tonne, avec un délai plus de forfait d'analyse annuelle de 100,65 € hors taxe. Il s'agit d'entériner le choix de la commission de l'offre pour désigner ce Suez organique si
site au campus d'Aix-en-Provence, agriculteur du marché, d'autoriser monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer le marché de pièces si important. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Question, s'il vous plaît, monsieur le maire. Allez-y. Cette délibération m'amène à une question que j'ai évoquée tout à l'heure. Quels sont trois, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous organisez à Bourg, dans le sud de Laurent, parcours, le centre d'accueil dans le Il en reste qu'une. On le passe. Alors, ça n'a rien à voir avec les parce qu'on l'a voté déjà voté pour 3 ans. Ah non, on n'a pas voté pour 3 ans, là. On a voté pour La précédente. Oui, La précédente, on a une précédente délibération. Ça la réponse, pour le donner. Qu'est-ce qu'on demande? Pour les autres. Hors sujet de la délibération. Comme d'habitude. Qui perfure autour du site d'état d'échelle, tout simplement. Donc, je peux pas répondre Répondez. Répondez. Donc, simplement, la conseil, à mon avis, il n'y a pas besoin de hier matin, il y avait plusieurs amitiés, la commission de suivi du site, présidée par M. le sous-préfet François, en présence de M. Rapport et le réal du département, de certain nombre de personnes de la DTI, qui surveillent ce site de près, à l'Oriette, et en particulier, il a été phasé la procédure de fermeture du site, voilà, qui va donc commencer, c'est-à-dire à partir du mois d'avril prochain, il n'y aura plus aucun écoutage des bailleurs ménagères, quel que soit l'interfond qui vient les côtés, et à partir du mois de mai, nous commencerons le recouvrement végétalisé des gaziers actuellement en cours d'exploitation. Alors pourquoi ces organisateurs de cette élection? Effectivement, dans le cadre des projets de fermeture, ils ont déplacé un certain nombre de tuyaux concernant la méthanisation du site, car vous savez qu'il y a à peu près une vingtaine de gaziers qui sont exploités pour la méthanisation, avec 5 générateurs suivis contractuellement avec EDF, et qui va donc continuer à fonctionner malgré la fermeture du site le 31 décembre 2019. Continuera à méthaniser au moins jusqu'en 2025 parce qu'il y a un contrat qui va jusqu'en 2025 avec EDF. Voilà. Sur la qualité du méthane qui sortira d'un gazier, ça continuera à perdurer en matière de fonctionnement générateur ou ça partira complètement en parachère. Voilà. Voilà la question. Pourquoi les auteurs, c'est lié à ça, c'est quand ils ont touché leur tuyau, et ben, il y a des auteurs certains dans les ménagères qui sont au niveau des gaziers pour transposer les tuyauteries ailleurs, donc il y a des auteurs, mais surtout il y a aussi des auteurs énergie du méthane. Voilà, c'est pas nos auteurs. Est-ce que vous avez bien compris? Nous sommes arrivés à comprendre, oui. Donc tout le monde est content, on peut le voter. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 6. La dernière délibération numéro 16. Il s'agit donc de la proposition d'amendement numéro 1 à la convention de fonctionnement du groupement constitué dans le cadre des travaux de construction d'enregistrement, qui a été délivré de celui à l'amendement lui-même. C'est simplement l'appareil des acteurs administratifs concernant les statuts de CCO, qui ont évolué depuis le mois de mai 2018 en particulier, et qu'au niveau comptabilité publique, nous sommes obligés de faire passer le déclarage numéro 2 en compétence communale et donc de soustraire sur la part 1000 initialement prévue dans ce contrat, dans cette convention de groupement commun. Donc, vous avez vu les chiffres, je ne vais pas revenir dessus. Il s'agit donc d'approuver cet avenant à la convention de gouvernement et d'assistance à l'ouvrage entre la ville d'Orange et la CCRO dans le cadre des travaux de structuration de la renseignement réalisé sur le mouvement. Autoriser M. le maire ou conseiller municipal délégué à signer tous les documents relatifs à ces dossiers. On peut voter, M. le maire. Allez-y. M. Macron, dans son intervention, a évoqué une intervention de la rue Saint-Clément. Donc en fait, je voulais bien vous rappeler, M. le maire,
que lorsque la ville procède à l'inauguration de l'organisation municipale, il s'agit de la ville, donc du maire et de son conseil municipal. Et donc en fait, c'est quand même un petit problème politique que depuis 4 ans et demi, chaque fois qu'il y a une inauguration d'une organisation municipale, en fait, l'ensemble de l'opposition est interdite de participer à ces inaugurations, parce qu'en fait, elle est interdite d'information, interdite d'accès. Et donc en fait, il y a un certain nombre de réalisations auxquelles je n'ai pas forcément envie de m'associer parce que je n'ai pas forcément voté ces dossiers. Il y a d'autres dossiers où je suis convaincue, j'ai eu participé à des inaugurations, à la nouvelle crèche, à d'autres initiatives, etc. Et je trouvais que c'était normal que l'ensemble des élus soient présents. Et je trouve que c'est un problème démocratique que l'ensemble des élus de l'opposition soient systématiquement interdits d'accéder aux inaugurations des réalisations de la démocratie. On n'interdit pas quoi que ce soit à personne. On a interdit quoi que ce soit à personne. Vous interdisez l'accès parce que avant les municipales de 2014, nous recevions une invitation. Depuis avril 2014, nous sommes interdits de toutes les réalisations. C'est la dématérialisation. Ah, c'est dématérialisé. On dématérialise. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie.